Cinémascope 33.2, émission consacrée au 7e art sur Radio Paul-Bert, présentée par Katerina. Aujourd'hui, 3 sujets seront abordés. Un pays, un réalisateur, un film. Anglais, Alfred Hitchcock, La loi du silence. Un livre, un film, un invité. Joker, Vincent. Un invité, un film, Clément, The Square. Why were you being blackmailed? You don't care whom I hurt, just so long as I answer all your questions. I only want to clear a murder. Caught in the tangled web of murder, 3 people confess the secrets that torture their souls. But in the echoes and shadows of the ancient city of Quebec, Canada, walks a man who knows the whole terrifying truth, but can never tell all the strange things his ears have heard. For he is sworn to silence. Grim silence that points the finger of suspicion at him. Crushing silence that brings him the contempt of the people who loved and respected him. Deadly silence that leads him to the 13 steps of the gallows. Examining his stomach, the doctors found that he could not have died before 11:30. Jean Leroux. Madame Granfo said that she left Father Logan at 11. A lot of things can happen in 30 minutes. You're in love with me. You've always been in love with me. You haven't changed. I have changed, Ruth. So have you. You want me to pretend that? Do you understand? I chose to be what I am. I believe in what I am. Well, I'm not going to talk about it now. What do you want me to do? Whatever you wish. Bonjour. La loi du silence. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que cette loi du silence a été réalisée par Alfred Hitchcock, assisté d'ailleurs de Don Alvarado, réalisateur né en août 1899 à Londres, et il est mort en avril, il a fini sa carrière à Los Angeles, là où il est décédé en 1980. C'est à la fois un réalisateur, un scénariste, un producteur de cinéma britannico-américain. Je vais faire quelque chose de succinct parce que c'est quelqu'un qui est tellement riche qu'à lui tout seul, il mériterait un cinémascope. Il a, dans ses 60 années de carrière, il a réalisé 53 longs métrages. D'ailleurs, certains sont considérés par la critique et les succès du public parmi les plus importants du 7e art. Je vais en citer que quelques-uns, toujours pareil, parce qu'il est tellement riche, tellement productif que ça finirait par être un peu rébarbatif. Alors j'ai envie de vous évoquer Les Enchaînés, Fenêtres sur cour, La mort aux trousses, Psychose et Les oiseaux. Surnommé le maître du suspense, il est considéré comme l'un des réalisateurs les plus influents sur le plan stylistique. C'est un pionnier de nombreuses techniques dans le genre cinématographique du thriller.
Alors, le scénario a été écrit par Georges Tabori et William Archibald, d'après la pièce de théâtre en 3 actes, Nos 2 consciences, du journaliste Paul Antelme, créé le 15 novembre 1902. Et oui, c'est un Français. Et cette pièce a été jouée au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. La musique, qui est de Dimitri Tiomkin. Alors, c'est un genre policier suspense d'une durée de 95 minutes et il est sorti en France le 24 juin 1953. Alors, la distribution, là aussi, est-il nécessaire de rappeler que le père Michael William Logan est interprété par, j'ose le dire, le beau Montgomery Clift, Anna Braxter par Ruth Granford, Karl Maldem et l'inspecteur Larue, Otto Haas et Otto Keller, et Brian Ahern et Willie Robinson. Le synopsis, il est très connu et très prévisible, je dirais. À Québec, un homme revêtu d'une soutane, Otto Keller, assassine l'avocat Villette pour de l'argent et se confesse très peu de temps après son crime au père Michael, lui avouant bien évidemment son meurtre. Le prêtre, tenu par le secret de la confession, voit tous les soupçons peu à peu peser sur lui. Des témoins affirment, en plus, avoir vu un homme en soutane et l'inspecteur découvre peu à peu le mobile. L'avocat faisait chanter Madame Crawford. Elle aurait eu une liaison avec le père Logan avant qu'il ne devienne prêtre. Le film a été présent en sélection officielle en compétition au Festival de Cannes en 1953. Alors, l'histoire de ce film. Ce fut la seule collaboration entre Hitchcock et Monty Clift, car en fait, lors du tournage, ils ne s'entendirent guère. Le réalisateur ne donnait pas assez d'indications à l'acteur. Par contre, il privilégiait, mais il a toujours fait ça, un peu ses actrices, ces blondes actrices, puisqu'il était complètement amoureux de toutes ces blondes actrices. Et là, dans ce film, ça n'a pas échappé à la règle. Ce pauvre Monty Clift était un peu laissé de côté au détriment de son actrice. Alors, le film vraiment démarrait très mal parce que sous la pression de la Warner, sur le script original, Logan devait être condamné à mort, exécuté, et son innocence n'était prouvée qu'après sa mort. La totale, quoi. La version, finalement, a été abandonnée. Les scènes extérieures, elles furent tournées au Québec. Alors que toutes les scènes d'intérieur, elles furent tournées dans les studios à Hollywood. C'est un fait rarissime, car à l'époque, la célèbre théorie, l'Amérique aux Américains, quand c'était un film américain, tout devait être tourné en Amérique et non à l'étranger. Alors là, il y a eu une petite subtilité parce que la ville de Québec
étant majoritairement catholique, c'est peut-être la raison pour laquelle ça a été le choix du lieu de tournage, puisque là, quand même, gros dossier, on mettait en doute la moralité d'un prêtre, ce qui, à l'époque, était quelque chose d'absolument inconcevable. Alors, bien triste, parce que vous avez compris que ce film me parle beaucoup. La critique n'a pas eu le succès de son précédent, qui était déjà, le précédent avant La Loi du silence, c'était L'inconnu du Nord Express. Pourtant, fidèle à son éthique cinématographique, Hitchcock a essayé d'orienter son éternel suspense digne de ses plus grands chefs-d'œuvre. Parce qu'il y avait l'opposition entre le désir de ne pas trahir son engagement spirituel et celui de prouver désespérément son innocence. Ce film a été inspiré par une pièce française, là je vous l'ai déjà dit, nos deux consciences, mais certains journalistes de l'époque, dans leur analyse, avaient évoqué le fait que sur le plan religieux, les États-Unis sont principalement protestants, c'est pour ça qu'on revient toujours à cette histoire du Québec. Enfin, le confessionnal de Robert Lepage en 1995 fait constamment et ouvertement référence à I Confess. Cinémascope 33.2, émission consacrée au 7e art sur Radio Paul-Bert. Katrina, bonjour. Vincent, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de Joker,
C'est le film que vous avez choisi. Alors, je vais juste très succinctement présenter quelques petites choses qui concernent le film. C'est quand même vous, le maître de séance, comme on dit, qui allez nous raconter votre vécu par rapport à ce film. Alors, il a été réalisé par Todd Phillips. Le scénario est de la même personne et de Scott Silver. La photographie de Lawrence Sher. La musique, alors là, c'est un nom à dormir debout, de Hildur Guðnadóttir, qui est une violoncelliste islandaise. Je ne sais pas où il a été la chercher. Le genre, c'est un drame et thriller psychologique. Le film dure 122 minutes et il est sorti en France en octobre 2019. La distribution, le célèbre Joaquin Phoenix, qui est donc Arthur Fleck, le Joker, Robert De Niro, qui est Murray Franklin, qui est le présentateur de l'émission, Zazie Beetz-Sophie, qui est Dumont, la voisine d'Arthur, Frances Conroy, qui est Penny Flegg, la mère d'Arthur, et Shea Wingham, qui est l'inspecteur Burka. Alors, ce film a quand même eu des récompenses. Il a eu à la Mostra de Venise 2019 le Lion d'Or, qui n'est quand même pas n'importe quoi, et l'Oscar, 2 Oscars en 2020, l'Oscar du meilleur acteur et l'Oscar de la meilleure musique de film. Alors, très succinctement, parce que Vincent est là pour bien nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce film, je dirais très succinctement, au niveau du synopsis, que le film relate une histoire originale, inédite sur grand écran, se focalisant sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession. Alors, pour vous resituer un peu le décor, Vincent vous le rappellera, dans les années 80, à Gotham City, il vous dira quelle est cette city, Arthur, un comédien de stand-up, raté, est agressé alors qu'il erre dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique. Alors Vincent, choix du livre, mais d'abord, pourquoi ce livre? Pourquoi ce film? Alors, pourquoi ce livre? Alors, le livre, c'était une BD, finalement. Ça, c'est alors, incroyable. Quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelle le journal de Mickey. Oui, je m'en souviens. Il existe encore? Je ne sais pas. Non, il doit plus. Si. Ah, si. Disney, notre Disney, ingénieur du son nous dit que ça existe encore. Et alors, dans le journal de Mickey, on suivait les aventures de super-héros. Donc, toutes les semaines. Alors, les super-héros, il y en a quelques-uns. Il y a Superman, Spider-Man et il y avait Batman. Et alors, c'était très astucieux de la part de l'industrie Disney, c'est que c'était un feuilleton. Donc, c'était une BD, il y avait 4 pages, et puis il fallait attendre la suite la semaine d'après. Vous étiez obligé d'acheter le livre de la semaine suivante. Voilà, moi j'étais abonné. Ah, carrément. Ah ouais. Et j'étais abonné. Et même, c'est ça le pragmatisme américain, quoi. Disney, il sponsorisait même les clubs où on apprenait à nager, par exemple, l'été quand on partait en vacances, au club Mickey. Donc, tout ça, c'était une industrie, quoi. Donc, et Batman, je le retrouvais au club Mickey pendant les vacances. Bon, bref, il y avait du merchandising. Il y avait alors Batman, il vole avec c'est une chauve-souris, donc il a une cape. Oui, précisez parce que vous c'était évident, mais moi Batman, je ne savais pas qu'il était une chauve-souris. Voilà, c'est l'homme chauve-souris. Il a la Batmobile, tout ça, il y avait du Qu'est-ce que c'est la Batmobile? C'est sa voiture. Ah, c'est sa voiture. Il se déplace en voiture quand même. Bon, il vole avec ses ailes de chauve-souris, mais il a quand même une voiture. D'accord. J'en aurais appris. Et alors, donc, il y avait du merchandising, il y avait la Batmobile qu'on pouvait acheter, le costume de Batman, il y avait tout ça. Bon. Ensuite, il y a eu les dessins animés, les petits feuilletons,
Alors, ce qui était... C'était des feuilletons américains ou français? Oui, américains. Américains, d'accord. Américains, les aventures de Batman. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'au début, les trucages n'étaient pas ce qu'ils étaient. Donc, quand ils volaient, c'était un petit peu saccadé, quoi. C'était un peu... Bon. Et après, au fil du temps, ça fait des progrès, etc. On est passé au film de cinéma. Bon, et quand on parle... un super-héros se justifie parce qu'il y a un méchant. Le méchant, c'est le faire-valoir du héros. S'il n'y a pas de méchant, c'est un peu tristouné. Voilà, le héros, il peut pas se battre, il fait quoi, voilà. Mais c'est un peu comme Superman, là. S'il n'a pas de méchant, il est au chômage. Il y a toujours un méchant associé au super-héros. Et alors, quand le cap du cinéma est passé, donc il y a le système américain, c'est un système de franchise, donc on teste avec un premier film, et puis le premier film se termine avec une fin ouverte, et puis les aventures continuent, etc. Bon. Donc c'est ce qui s'est passé avec Batman. Il y a des réalisateurs célèbres d'ailleurs qui se sont essayés à ça, Tim Burton, Christopher Nolan, etc. Bon. Et alors, au fil du temps, les spectateurs sont moins venus, ça s'est un peu usé. Alors, on a essayé de sauver des trucs. Alors, il y a eu le neveu de Batman, Robin. Après, il s'est fiancé. Il s'est fiancé avec Catwoman, la femme chat, voilà. Il a eu 4 femmes, hein? Non, Catwoman. Catwoman, pardon. La femme chat. Ah, la femme chat. Donc, c'est une super-héroïne aussi, puis elle a des griffes pour s'agripper aux immeubles, elle l'aide, etc. Bon, voilà. Mais tout ça s'est soufflé un petit peu. Et la dernière, c'est souvent des trilogies. La dernière trilogie qui s'appelait The Dark Knight, le dernier film a eu des recettes plus que décevantes. Bon. Et puis un jour, on nous dit, maintenant, on va vous raconter l'histoire de l'ennemi juré de Batman, Joker. Donc, pourquoi le film maintenant? Alors, pourquoi pas? Et coup de théâtre, on annonce, les Américains envoient ce film, Joker, au Festival de Venise. Alors, la presse s'est étonnée de ça parce que un blockbuster qu'on envoie dans un festival prestigieux, Et puis, étonnement supplémentaire, le film reçoit vous en parliez tout à l'heure, Katrina, le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Voilà. Standing ovation de plus de 8 minutes. Je me demande, chaque fois que j'entends ça, 8 minutes, c'est long à frapper pendant 8 minutes. Hein. C'est incroyable quand même. Alors, moi, je suis à Venise en précipité pour aller voir ce film, évidemment. Et alors là, surprise totale, je pense que c'est un film d'auteur qui est devenu un blockbuster, parce que c'est un film qui a très bien marché. Et alors, la force du film, à mon avis, c'est que on s'attache vraiment, on ne parle que du Joker. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de scène spectaculaire. Et on ne parle pas de Batman. Batman, on ne le voit pas. C'est ça qui vous intéresse, en fait. C'est ça que je trouve astucieux. Insolite et sortant des sentiers battus, c'est que pour la première fois... C'est complètement autre chose. C'est ça qui vous a attiré, en fait. Voilà, et on s'attache à ce personnage qui vraiment part mal dans la vie. Donc, il est élevé par une mère folle, avec qui il a des relations un peu incestueuses. Alors, il est né... Alors, il ne sait pas trop... On lui dit que sa mère, qui était employée de maison chez un milliardaire, il apprend que finalement, ce milliardaire, c'était le père de Batman. Donc, d'où le contentieux entre eux. C'est un enfant adultérien. Voilà, il a un handicap physique, il a une maladie qui fait que quand il s'énerve un peu, il rit. Donc,
Quand on est en face de lui, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi il rit comme ça? Bon. Il a un handicap physique, il est un peu déhanché. Alors, il vit de petits boulots, il fait homme sandwich dans les rues, etc. Bon, il est déguisé en clown. Et c'est aussi une victime de ce qu'on pourrait appeler la vie par procuration, c'est-à-dire quand on est comme... Bon, parce que dans le film, tout ça, c'est un prétexte pour dire que c'est l'Amérique passée au brûlot. C'est-à-dire l'Amérique des riches et des pauvres. Donc, et quand on est comme de ça, Trump, pour voilà. pas la nommer. Voilà. Et à partir de là, on a un handicap, l'ascenseur social ne marche plus, donc on se réfugie dans la télé, etc. Bon, lui, c'est ce qui se passe, et il veut absolument il voudrait faire du stand-up, c'est-à-dire raconter des blagues, etc. Donc, et il y a une émission de télé qui est un peu... on pense tout de suite à Saturday Night Live, où il y a un comique suivi par beaucoup de monde. Qui lâche pas mal de vannes, mais, voilà. Mais par le spectateur, ça marche. Et puis, quelquefois, ça se transforme en télécrochet, donc il donne sa chance à des nouveaux comiques. Donc, le Joker arrive dans cette émission, et puis vraiment, on se fiche de lui. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ces blagues tombent à plat. Donc, bon, il est ridiculisé. Donc tout ça. Ça fait comme un effet de cocotte minute. Hein. Voilà, c'est ça. Parce qu'à force de tout accumuler, son passé, sa relation avec sa mère. Donc cette histoire-là, c'est un peu ce qu'on vit actuellement. En Europe, il y a tout ça, les télécrochets où on se fiche de la tête des gens qui ne savent pas chanter, c'est un peu ça. Quand je vous demandais pourquoi il vous donne autant d'émotions, vous m'avez dit, quand on avait préparé un peu l'émission, je trouvais ce que vous aviez dit quelque chose de très intéressant. Vous m'avez dit, on a tous un joker en nous, un personnage de joker en nous. Voilà, moi ça m'a touché parce que oui, j'ai de la compassion pour lui, et puis le film parle de tellement de choses qu'il y a... Ça rappelle quelque chose qu'on peut vivre. Il nous fait cette malchance globale de la vie. Il nous fait naviguer entre deux mondes. Il nous dérange, il nous déstabilise. Et comme vous disiez souvent, le spectateur est dans sa tête. Le spectateur arrive à être dans sa tête. C'est-à-dire qu'on est dans sa tête, on ne sait pas du tout si on est entre le rêve et la réalité. Voilà. C'est ça qui est touchant.
Alors, cet Oscar, la performance de cet acteur qui a été bien récompensé aux Oscars, évidemment, vous allez trouver que c'était vraiment mérité. Voilà, le succès du film. Et puis pourquoi on s'attache à lui, c'est parce que c'est un acteur remarquable, Joaquin Phoenix. Alors, c'est vraiment la concrétisation de ce qu'on appelle la méthode acteur studio. C'est-à-dire, non seulement il faut qu'on soit dans la tête du personnage, mais il y a aussi une transformation physique. Il a maigri, il a suivi des cours de mime pour avoir être déhanché. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que l'acteur studio, il faut quand même le dire, hein, ouais. C'est une prestigieuse école de théâtre ouais. Et les plus grandes de ce monde, dans les acteurs, pratiquement la font toutes. On devient le personnage. Et je crois que c'est la seule formation au monde. Et physiquement aussi. Voilà, où on rend le personnage est complètement on est habité par le... Voilà, ils sont formés, mais c'est une école qui est très très dure, mais qui est mondialement connue. Quand on dit je sors de l'acteur studio, et pas beaucoup de monde savent qu'il y a une transformation physique aussi. C'est ce qui fait. C'est pour ça aussi qu'on est si touché par Joker. On comprend pourquoi il est devenu un monstre. Et une autre force c'est ça qui est intéressant. C'est la première fois qu'on s'intéresse à un méchant, à un monstre. Il y a eu Hannibal Lecter avant lui, mais Hannibal Lecter, il avait fallu qu'il fasse ses preuves dans le premier film où il partageait l'affiche avec Clarice Sterling, Jodie Foster. Oui, c'est vrai. Le deuxième film s'est appelé Hannibal, mais parce que les recettes avaient été bonnes au premier. Là, c'est la première fois et c'est vraiment un autre univers. Cette histoire de Batman devient un prétexte pour nous parler des différences sociales. C'est une réflexion sur la société américaine aussi, puisque Gotham City, dans les années 80, on pense à New York, avec la violence, etc. C'est dans la bande dessinée là, qui crée cette ville de Batman. Oui. C'est ça, hein, oui, Gotham City. Oui, voilà, on reprend exactement le vocabulaire de Batman, les ingrédients, mais on les twist. On en fait complètement autre chose. C'est ça qui est intéressant. Alors, donc on parle de la société américaine, les médias, les élites politiques, la montée de la violence, et tout ça, on est quelque part, on est en train de le vivre aussi. Alors, sous forme de conclusion, on peut dire donc qu'il y a une ambivalence entre... Voilà, dans le film, il y a une lumière particulière. On est vraiment plongé dans les années 80. Et il y a deux moments dans le film où la lumière change complètement. Le premier moment, c'est une scène terrible entre Arthur et sa mère. Et le deuxième moment, à la fin du film, où on le voit en face d'un médecin psychologue, d'une femme. Et ça rappelle une scène du film bien avant où il est en face d'une assistante sociale. Et la lumière change complètement. C'est une lumière électrique. Et là, on se dit, mais est-ce que tout ce qu'on a vu, finalement, c'est pas ce qu'il a dans la tête et c'est une vie qui s'est inventée. C'est ça qui est tout le sel du film, en fait. Dans le film, on suit une action, et puis à un moment donné, on voit bien que c'est des choses qu'il voudrait vivre et qui, malheureusement, il ne peut pas vivre. Il y a une petite histoire sentimentale, etc. Bon, voilà. Et le fait de revenir à une lumière électrique comme ça, on se dit, mais finalement, ça fait peut-être un petit moment qu'il est enfermé dans cet hôpital, et puis qu'il n'en est pas sorti. Voilà. Et après, il y a quand même une surprise. En octobre. Voilà, la surprise, c'est qu'il y aura une suite. Et alors là, la suite, ça va s'appeler Folie à deux. Et là, on reprend le rôle de la BD et des films. On retrouve son médecin psychiatre, qui est une femme et qui tombe amoureuse de lui. Et Folie à deux, c'est un terme psychiatrique.
c'est un peu comme le syndrome de Stockholm où le kidnappé prend fait et cause pour son kidnappeur. Là, la personne qui soigne le malade épouse sa cause aussi. Bon. Alors pourquoi pas ? Alors, moi, ce que je vous invite, c'est... alors, voilà, le piège, c'est que comment faire aussi bien que le premier film. Voilà. Mais moi, je vous invite dès maintenant à revenir ici. Et puis, dès que vous l'aurez vu, on pourra en reparler. Promettez-moi de... Ah oui, absolument. Bon. Écoutez, Vincent, merci pour votre participation. Ça va nous donner une porte ouverte, puisque maintenant, c'est sûr, vous allez revenir pour l'épisode numéro 2. Et puis, à bientôt. Cinémascope 33.2. Émission consacrée au 7e art sur Radio Paul Bert. Bonjour Kadrina. Clément, bonjour. Alors, vous avez choisi The Square aujourd'hui. Quel film, quel film. C'est pas du tout, tous les deux, on va bien montrer que c'est pas parce qu'il a eu la Palme d'Or que c'est un film ordinaire, c'est pas vrai. Même sans la Palme d'Or, ça aurait été un film à part entière. Alors, toujours pareil, je vais simplement, succinctement, parler de la réalisation et du scénario qui est donc de Ruben Östlund. C'est un homme très prolifique, puisqu'il est réalisateur, scénariste, monteur, producteur et directeur de la photographie suédois. C'est un des rares, très rares réalisateurs ayant remporté 2 fois la Palme d'Or à Cannes. The Square en 2017 et Sans filtre en 2022. Depuis, évidemment, il a obtenu une reconnaissance internationale et puis il a été président de jury, je crois que c'est l'année dernière, au Festival de Cannes. C'est un parcours très atypique, puisqu'au départ, il était réalisateur de films sur le ski. Incroyable. En 2014, il présente à Cannes dans la catégorie Un certain regard, Snow Therapy, réputé à présent comme étant un réalisateur concevant un cinéma provocateur, malaisant, cynique, pour refléter ses contemporains. La photographie est de Frédéric Wenzel, la musique d'artistes variés. Alors elle est très, très riche, il y a toute une superposition d'éléments. Le genre, on va dire que c'est une comédie dramatique d'une durée de 142 minutes.
et le film est sorti en France en octobre 2017. Alors, la distribution, Claes Bang, qui est Christian, le conservateur du musée, Elisabeth Moss est la journaliste américaine, Dominique West est l'artiste qui participe à une conférence, Terry Notary est l'homme singe, on va longuement en parler tout à l'heure, Christophe Laesso, le jeune collaborateur de Christian. Alors, toujours pareil, je fais juste une toute petite synthèse du synopsis, parce que ce n'est pas l'objet du discours. Alors, Christian, père divorcé, est le conservateur d'un musée d'art contemporain dans le palais royal de Stockholm. Il y prépare une exposition, The Square, simple carré à l'intérieur duquel les spectateurs seront appelés à être altruistes et à mieux comprendre le besoin des autres. Bien mystérieux tout ça. Le carré est un sanctuaire de confiance et de bienveillance. En parallèle, le vernissage approchant, Anne, une journaliste américaine, l'interview sur les finalités et les devoirs affichés du musée contemporain. La soirée de gala pour récolter des fonds tourne assez mal. L'artiste censé imiter un gorille dans le cadre d'une performance artistique va trop loin et fait peur aux convives. Alors comme Clément, le choix de ce film qui est très riche, qui est en même temps très riche et très complexe. Pourquoi ? L'immuable question. Alors, à la question pourquoi, je répondrai d'abord parce que c'est pas un film qui laisse indifférent. Absolument pas, comme la musique qu'on vient d'entendre juste avant. C'est assez énigmatique. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans The Square, c'est le côté paradoxal. C'est-à-dire que c'est un film qui ne laisse pas indifférent, mais c'est un film sur l'indifférence. Sur l'indifférence, en particulier... La dérision aussi. La dérision aussi, oui. Le fait de se moquer, c'est une satire avant tout. Et aussi, c'est un film très centré sur les rapports humains. En fait, l'histoire est un prétexte. Au fond, l'histoire est très simple, comme vous la racontiez. C'est donc un conservateur de musée qui prépare une prochaine exposition. Il arrive qu'il se fait voler son téléphone dans la première scène et il va partir en quête de son téléphone. C'est une espèce d'épopée finalement. Il traverse tous les états, ce conservateur, et ça va remettre toute sa vie en question, le fait d'aller retrouver son portable. C'est quand même fou, avec des éléments aussi d'une telle banalité, de parvenir à faire traverser autant d'états aux spectateurs. Et c'est ce que j'ai apprécié. En fait, c'est cette mise en scène spectaculaire de la banalité. Alors, c'est une, comme vous venez de le dire, c'est une série de tableaux, on va dire, hein, mais qui mettent en jeu plein de concepts. Au départ, c'est une exposition, c'est un centre culturel, mais il y a tellement d'autres choses qui sont... Absolument, absolument. Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup chez ce réalisateur, Ruben Östlund, c'est que c'est un cinéma assez cérébral, parce qu'en effet, ça a été récompensé au Festival de Cannes, mais c'est pas un cinéma verbeux. Il se sert du cinéma pour montrer les choses, pour montrer les rapports, en particulier les rapports de force. On a pu le voir dans le premier de ses films, Snowtherapy, ces rapports du couple. Dans le second film, il y a aussi des rapports de couple avec cette journaliste américaine. Qui est très particulier, cette relation hein, qu'ils ont. Très, très space. Hein. C'est à l'image du film. Hein. Ils ont une relation, mais moi, je trouve quand même qu'elle a l'avantage. Elle assure, hein, elle n'est pas du tout désarçonnée, elle s'adapte parfaitement bien. Hein. Oui, elle s'adapte parfaitement. Elle est même parfois un peu effrayante, mais cette relation entre le personnage principal et cette journaliste américaine venue l'interviewer est vraiment très étrange et interroge beaucoup par rapport au rôle central de la confiance, parce que c'est un film, The Square, sur la confiance. Et justement, il y a une scène où il se dispute un préservatif. Elle est terrible, cette scène. Elle est terrible. Elle est à la fois pathétique, puérile. Et c'est ce que montre beaucoup le film aussi, c'est la puérilité des adultes. C'est le fait de se sentir responsable, d'assumer ses actes. Qu'elle met très très bien en scène. En fait, elle nous interroge sur qu'est-ce qu'un adulte. Oui, parce que là, la scène du préservatif, on ne sait plus si c'est des enfants, si c'est incroyable, moi je trouve. Hein. En effet, en fait, ils ont eu un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'amour, ils ont eu un rapport sexuel. C'est pas la même chose. Disons que c'est deux êtres séparés. Et c'est aussi ce que veut nous montrer le film, c'est que les gens, malgré toute cette atmosphère de bienveillance, de bons sentiments, vivent les uns à côté des autres, mais ne se touchent pas.
De la même façon il y a une tension entre le centre et la périphérie, entre ces mendiants, ces immigrés, et puis cette bonne société suédoise, deux univers qui ne se touchent pas, et où les seules rencontres sont hostiles. C'est un peu l'incommunicabilité totale. Hein. Exactement, oui. C'est un stade où justement, quand on le voit à l'entrée du film, c'est que les gens sont sur leur téléphone et ne se rencontrent pas les uns les autres et ne se parlent pas, ou alors quand ils se parlent, tout est préparé. Et je pense en particulier à cette scène où Christian va présenter la nouvelle exposition, va introduire The Square, donc à une foule amassée dans le hall du musée. Et en fait, il a préparé son intervention pour faire semblant d'être spontané, c'est-à-dire qu'il a préparé quelque chose, une note culturelle très savante, et il avait préparé le fait qu'il allait l'abandonner à mi-chemin en disant non, je ne vais pas continuer comme ça, c'est une exposition qui me tient vraiment à cœur, je vais vous dire pourquoi je l'ai aimée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est très fin, hein, parce qu'on croit que c'est confus, mais c'est pas du tout. Si on se fait bien piquer au jeu, si on suit bien le déroulé, ce square, il n'est pas si vide que ça. Hein. Non, c'est très subtil ce que parvient à faire Ruben Östlund, en fait, à montrer la rupture, en fait, entre l'intention de cette œuvre, donc un sanctuaire de bienveillance et de confiance, et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire toutes les scènes qui sont montrées, tous les rapports qui sont montrés dans le film, c'est-à-dire des rapports de défiance et d'hostilité. Il y a aussi une ambivalence de sa personnalité, et de la société suédoise, évidemment, parce que dans le film, on ne voit aucun étranger. Ouais, c'est ce qui est parti. C'est incroyable. Ouais, hein. c'est assez. C'est un parti pris qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit que cette élite suédoise qui s'auto-congratule, qui participe à ces expositions et qui donne de l'argent à des mendiants qui passent, comme une espèce de taxe, mais en fait qui n'a aucun rapport avec eux. Et il y a une autre scène aussi qui m'avait marqué, c'est quand il part en Tesla avec son collaborateur, récupérer son portefeuille et son portable volé. Toujours ce fameux portable, on en revient toujours au portable. Exactement, on en revient toujours au portable qui est central. Et donc il va dans la banlieue suédoise, dans un quartier qu'on imagine assez houleux. Oui. Assez houleux. Et en fait, il gare cette voiture et il va distribuer. Il avait écrit une lettre de menace exigeant qu'on lui restitue son portable, et donc il va la mettre dans chacune des boîtes aux lettres de ce grand immeuble où il avait géolocalisé son appareil, son portable. Et donc, pendant qu'il distribue à son collaborateur qui reste dans sa Tesla et qui garde la Tesla en quelque sorte. Et en fait, on entend, on ne voit pas, mais on entend des individus un peu menaçants s'approcher de plus en plus de la Tesla. Et en fait, ce qu'on voit, je trouve, moi, ce que je lis à travers cette scène, c'est l'effondrement, un espèce d'effondrement social, un peu comme on peut voir dans le Joker, dont Vincent a parlé avant. C'est-à-dire que c'est en toile de fond et quelque chose qui est menaçant. C'est-à-dire que l'équilibre qui était instauré, le safe space de cette Tesla, en fait, est menacé par des gens qui viennent du dehors. Là, des étrangers en l'occurrence, mais des gens extérieurs à ce milieu-là. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi le but de The Square, c'est que c'est un carré qui nous protège, tout comme cette Tesla protège. Oui. On peut comparer le square, comme vous dites, qui protège, et cette voiture, on en revient toujours au système d'un milieu clos, d'un milieu comme s'il avait besoin de se rassurer, le réalisateur, de nous montrer... Et ouais, c'est le côté encore paradoxal de cette œuvre, c'est que justement, elle s'adresse à un public assez élitiste, on ne va pas se mentir, et elle plaît à ce public, enfin même si elle fait polémique, elle plaît à ce public, mais c'est vrai qu'elle dénonce ce vase clos, quoi, cette société en vase clos. Elle dénonce ce milieu, cet entre-soi en fait. C'est vraiment la critique en fait de personnes qui se disent tournées vers le monde entier, l'extérieur, mais qui en fait ne fréquentent personne d'autre que leurs égaux. Et c'est quelque chose qui est aussi symbolisé dans ce passage-là, où au début du film, la foule de passants donc marche dans la rue sans que rien n'arrive. Et
le réalisateur nous montre un mendiant qui meurt de faim dans l'indifférence totale. Et juste à côté, une employée d'une ONG qui dit « Voulez-vous sauver une vie humaine ?» en distribuant des tracts. Et donc, je trouve que ça montrait bien cette incommunicabilité, cette séparation entre les milieux. Il y a aussi une autre notion qui est un peu la crudité des rapports. Est-ce qu'on peut parler d'hyperbole, hein? Ouais, c'est-à-dire, je trouve que Ruben Östlund parvient à tout exagérer, en fait. Voilà. N'importe quelle banalité. C'est incroyable. N'importe quoi, il arrive à le monter en épingle et à faire de... Par exemple, il y a ce petit garçon qui a reçu dans sa boîte aux lettres la lettre de menace de Christian, et ses parents, du coup, lui empêchent de vivre depuis qu'il a reçu ça. Et il vient voir Christian, et c'est un petit garçon qui doit avoir 7-8 ans, enfin qui est tout jeune, et qui vient être menaçant envers Christian, et c'est complètement fou. Le fait on n'imagine pas dans la vraie vie un petit garçon qui a autant d'aplomb. 7-8 ans, non. Hein. C'est, surtout à New York, une grande ville comme ça, c'est particulier, surtout que Christian, lui, c'est un conservateur de musée, c'est un homme important, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, et donc il vient se faire remettre à sa place par un enfant. Et ça, c'est la force de ce film, c'est de renverser les rapports constamment, de renverser les rapports enfant-adulte. Parce qu'il y a un grand sujet sur le rapport à l'autorité, justement, où je pense à ce bébé qui interrompt une réunion avec des créatifs, parce que il y a un bébé qui pleure, qui est dans cette salle de réunion, mais personne ne vient le sortir de là, parce que on veut pas déranger.
cette scène psychologique, c'est un peu un test de conformisme de masse. Ouais, en effet, la scène mythique du film et celle qu'on voit qui est sur l'affiche, c'est l'affiche du film d'ailleurs. C'est l'affiche du film, chaque fois qu'on montre un extrait. Ah oui, on ne voit que cette scène, hein. J'imagine qu'on cherche sur YouTube, on ne voit que ça. C'est incroyable d'ailleurs. C'est une espèce de provocation et à la fois c'est une performance en fait. Disons que c'est un film qui comprend dans une de ses séquences en fait une performance artistique. Donc donc c'est cet acteur, enfin cet artiste, qui va intervenir au cours du banquet et donc qui va jouer un singe. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, il pousse des cris, il monte sur les tables. Assez grossier quand même, hein. Assez violent. Moi, j'ai trouvé ce passage était vraiment violent. Ce passage est choquant, violent et disons que là où c'est très fort, c'est que ça commence très lentement. C'est-à-dire que ça commence comme toute chose avant qu'elle dérape. C'est-à-dire que ça commence avec des sourires. Le singe, il avance, donc les convives il rit, c'est drôle, voilà, c'est un peu loufoque. Et au fur et à mesure, il y a une inquiétude qui monte. C'est-à-dire qu'il approche des gens et tout le monde regarde par terre parce que les gens veulent pas être la cible du singe. Ils sont gênés. Moi, ce qui m'avait... je me mettais à la place, je me dis, je serais dans une situation comme ça. Je suis quand même dans un truc culturel et tout. On ne sait pas s'il faut... On ne sait pas quelle attitude il faut avoir. Quelle est la limite en fait entre entre la performance et en fait et finalement l'agression à laquelle on arrive. À quel moment il faut dire stop, c'est-à-dire à quel moment ça cesse d'être de l'art et à quel moment en fait il faut mettre une limite. Et c'est ça justement qui est très très bien montré encore une fois ici. Et justement tous ces convives eux sont comme paralysés parce que c'est une situation qu'ils sont pas habitués à affronter. C'est atypique. C'est atypique, mais surtout, on est dans une société, c'est la critique de Ruben Östlund sur la société suédoise, où les gens sont assez indifférents au sort des autres, sont plutôt individualistes. Et donc, du coup, on préfère sauver son individualité, sa corporéité. En fait, on préfère sauver ses fesses, quoi. Oui, tout à fait. Et sauver ses fesses et dire... et un peu en priant que ce soit le voisin qui ramasse tout. Et ça fait... ça fait un rappel de cette scène d'ouverture où tout le monde est sur son téléphone, les yeux baissés sur son téléphone, en passant à côté de ces mendiants qui meurent de faim. Mais de la même façon, on baisse les yeux dans ce banquet pour pas se faire attaquer. Voilà, c'est un rapport à la réalité qui est assez, on va dire, fuyant. Oui. En fait, le public qu'il vise, c'est un public qui divise parce qu'il y a des moments d'ennui. Mais le réalisateur le fait exprès parce qu'il souhaite que le public ressente une grande pesanteur, que ce soit ceux qui sont sur place ou quand on est dans notre fauteuil à regarder le film. C'est incroyable ce pouvoir qu'il est arrivé à exercer sur nous. C'est vrai, je suis assez étonné par sa capacité en fait à nous projeter à la place de ses convives justement et à nous plonger dans un malaise. Parce que c'est un film où il y a beaucoup de malaise. Où il y a des longueurs inutiles. Mais il le fait exprès. Mais qui sont volontaires. Et oui, pour bien nous agacer, pour bien nous mettre à cran. C'est ça, pour nous mettre à cran. Et ça, c'est fort. Je pense à un travelling. Il fait un travelling vertical quand Christian et son associé montent des escaliers. En fait, c'est très beau plan, mais en fait, il dure beaucoup trop longtemps. Et pourquoi est-ce qu'il dure longtemps ? C'est pour nous faire ressentir le fait que c'est long. Pour nous pousser à bout et pour provoquer une réaction. Parce que Ruben Östlund est provocateur. Mais il est quand même très fort parce que il arrive à nous induire. Moi, je me souviens très bien quand le film commençait à avancer. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais ça commence à bien faire. Hein. Je m'en souviens très bien, ce ressenti que j'avais. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'oppression. Voilà, d'oppression. Je cherchais le mot et vous l'avez trouvé. Il veut faire je pense en toile de fond cette menace sociale, ces deux mondes qui n'arrivent plus trop à cohabiter ou à habiter de façon juxtaposée. Il y a une tension qui monte, il y a une tension et ce singe en fait vient un peu titiller ces gens qui sont très très conformistes
et qui ne savent pas réagir face à des événements du quotidien. Alors, j'ai envie de poser une question, parce que vous êtes beaucoup plus jeune, les auditeurs ne le voient pas, que le réalisateur. Comment un jeune comme vous peut en fait avoir réussi à accepter ce concept de nous balader, parce qu'ils sont un peu, comment dire, les jeunes maintenant, ils aiment bien les choses qui avancent, tandis que là, on avance, on recule, ce square, il est... C'est un film de tension en fait. C'est un film qui nous maintient en tension. C'est un film qui nous montre des paradoxes. Voilà, des paradoxes. Je crois que c'est ça que vous aimez le plus, non ? C'est ça. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de renversements de situation, le fait qu'ils partent de choses banales pour les pousser à leur paroxysme, pour les inverser. Je parlais tout à l'heure des rapports entre les enfants et les adultes, et d'une inversion de ces rapports-là, et où le fait même de nous mettre mal à l'aise et de créer des situations insupportables. Il y a un personnage dans le film, pendant une interview d'un artiste, donc il a c'est un malade du syndrome de la Tourette, et donc il vient insulter, proférer des insultes, toutes les minutes, et en fait c'est insupportable, c'est pour n'importe qui dans l'auditoire, et pour le spectateur du film c'est insupportable, mais la politesse, surtout une société comme la société suédoise qui est très policée, la politesse exige en fait de ne rien dire. Donc au début ça fait un peu rire, comme toujours, comme la scène du singe, mais au bout d'un moment ça agace, c'est insupportable, et donc il faut peut-être évacuer cette personne, ce qui se passe à la fin. Il y a aussi un passage, là on en avait parlé, de ce passage quand il amène ses filles et il appuie sur et c'est pour montrer il est vraiment désemparé, ce personnage, parce que le personnage de Christian, oui. C'est un personnage assez intéressant, parce que dans l'intervention de Vincent, il parlait du fait qu'on était passé d'un gentil, enfin du personnage Batman, le gentil, à un personnage méchant. Et là, en fait, on n'est pas passé d'un gentil à un méchant, on est passé d'un personnage à un homme médiocre avec ses faiblesses. Et c'est ça qui est intéressant dans la perspective du réalisateur, c'est justement montrer un homme avec toutes ses faiblesses, et surtout avec ses faiblesses, et donc qui est remise en question de tous les côtés, familialement, professionnellement. Voilà. Et finalement, moi, c'est peut-être ce côté-là que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un dépouillement de toutes ces faiblesses, mais c'est dit avec tellement d'originalité, dans des situations tellement atypiques, que l'émotion peut être là. C'est vrai que malgré ces bassesses, malgré les bassesses qui sont montrées, notamment dans son rapport avec cette journaliste américaine, malgré toutes ces bassesses, ces faiblesses, le fait qu'on ne sache pas sur quel pied il danse finalement, parce que d'un côté il est autoritaire avec ce jeune enfant qui vient le réprimander, au bout d'un moment il lui donne un coup, mais avec ses filles il est un peu désemparé souvent. Et donc ce personnage, on arrive plus facilement à se projeter à sa place, parce que c'est un personnage qui est ambivalent. Ambivalent et humain finalement, parce qu'il c'est un peu comme dans Joker, on a tous une part de cette faiblesse de Christian en nous. Exactement, c'est le côté... Même si on n'est pas dans les musées, même si ce n'est pas notre vocal, on a quand même quelque chose un peu de ce personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre une situation d'un personnage qui est en situation de pouvoir, qui a une position sociale élevée, mais qui vacille. C'est-à-dire que les choses ne sont pas éternelles. Et surtout, c'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est forcément sûr de soi ou que les choses sont évidentes. Et c'est une tension assez intéressante pour un réalisateur qui insiste beaucoup sur les rapports de force. Son dernier film, Sans filtre, justement, est tout entier une fresque sur les rapports de force, avec notamment ces deux personnages. Il y en a un qui est marxiste, l'autre qui est totalement libéral. Et donc, justement, il ne faut pas oublier ça en regardant un film de Ruben Östlund, c'est les rapports de force. Les rapports de force et le fait que les choses sont réversibles. Le pouvoir n'est pas une donnée définitive. Définitive, absolument. Il est quand même assez ouvert finalement d'esprit. Les renversements sont possibles, et voilà. C'est ce que montre Ruben Östlund. Il ferme rien. Il ferme rien, et il appose pas son sceau de réalisateur. C'est ce que j'aime beaucoup aimer, c'est le fait qu'il
même s'il montre les choses, s'il exagère les choses, en fait, il laisse un peu au spectateur le soin d'en juger. Et c'est ça que j'apprécie, c'est d'être confiant, parce que ça fait sur la confiance, d'être confiant à l'intelligence du spectateur. Puisqu'on est dans un film un peu artistique, hein, pour le plaisir, est-ce qu'on peut comparer le carré d'Aslan avec cette mythique plage de Magritte, hein? En quelque sorte, parce que dans les deux cas, il y a une provocation. Dans les deux cas, il y a un mouvement d'avant-garde. Donc Magritte est surréaliste et Oslund, lui, il n'y a plus de mouvement vraiment, mais il est à part, quoi. Il est anticonformiste. Oui. Voilà. C'est un film d'anticonformiste. Et alors enfin, pour finir, je ne peux pas m'empêcher de demander à mes invités, certes, vous nous avez parlé de ce square, hein, et si je vous demande 2 autres films chers à votre cœur, qu'est-ce que vous me diriez pour conclure, hein? Alors je dirais, d'abord, je parlerai de La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, qui est un très beau film aussi, où rien n'est laissé au hasard. Et ensuite, je parlerai de Eyes Wide Shut de Kubrick, où si on peut raccrocher un point commun avec le film d'aujourd'hui, c'est les rapports de couple. Et une certaine vision de la société. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Clément, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez envie de revenir. Et merci encore. C'était Cinémascope 33.2, présenté par Caterina. Cette émission est diffusée tous les lundis à 16h et rediffusée en podcast.